Eh bien, bonsoir à vous. On est là pour parler prise de décision et piège du cerveau. Et pour commencer, avant même toute chose, j'aimerais justement vous faire prendre une décision avec un enjeu assez fort. J'imagine que vous voyez tous cette pièce. Dans un instant, je vais cacher cette pièce dans une de mes mains. Et tous ensemble, vous allez devoir retrouver dans quelle main je cache la pièce. Alors ça paraît simple, ça paraît banal, mais pour qu'il y ait une vraie enjeu, une vraie décision importante, si vous ne trouvez pas où je cache la pièce, alors je me déconnecte tout de suite et c'est la fin du webinaire direct. Ah, ça, Stéphane c'est m'en pas voudra, cool, ça, mais par contre. voilà, ce sera un peu de votre faute parce que vous ne l'aurez pas retrouvé. Donc, vraiment, si vous voulez qu'on continue, il va falloir essayer de retrouver où je cache cette pièce. Donc, soyez bien attentifs. À votre avis, la pièce se trouve dans la main qui est en haut ou dans la main qui est en bas? Écrivez ça dans le chat. Je vous surveille et on va faire ça à la majorité. Je vois beaucoup de en bas, ok. Moi, je dis en haut. Attends. Mais bon. Ouais, il y en a quelques-uns, mais je pense qu'il y a une majorité de en bas. Vous êtes sûr? Je le sens mal. Non, ceux qui ont dit en bas ont bien trouvé, effectivement. Mais pour cette décision, la question la plus importante, et comme après toutes les grandes décisions de votre vie, c'est est-ce que vous aviez toutes les informations pour prendre la bonne décision? Alors, comme l'a dit Stéphane, je m'appelle Alex. Alex aussi, je suis magicien, mentaliste, conférencier. Et ça, il ne le sait peut-être pas trop, mais j'ai un parcours et une formation d'ingénieur en informatique avec 15 ans de carrière, donc dans un domaine très carré. Hein, vous savez, les ordinateurs, généralement, c'est des 0, des 1, c'est hyper logique. On est assez capable de prévoir ce qu'ils vont faire. D'ailleurs, on les commande de manière assez bête. Et il y a un jour, au cours de ma carrière, je me suis dit, mais on a cette capacité de raisonnement en tant qu'humain. Et pourtant, on voit un ensemble de décisions, un ensemble de comportements qui sont complètement irrationnels. Alors, j'ai pu explorer ça avec la magie et le mentalisme, et j'ai exploré aussi en me renseignant au niveau des neurosciences, en rencontrant des neuroscientifiques qui ont travaillé avec des magiciens. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler justement des pièges de la prise de décision, les pièges que votre cerveau vous tend sans vous en rendre compte, en fait, de manière inconsciente, lorsque vous prenez des décisions. On va parler biais cognitifs. Et les biais cognitifs, je pense que ce sont vraiment à considérer comme des illusions cérébrales, un peu comme une illusion visuelle. Alors vous allez me dire, est-ce que, à main levée, que je vous vois, est-ce que cette illusion vous parle? Est-ce que vous connaissez cette illusion visuelle là ou pas? Non, je vois aucune main, c'est parfait, c'est parfait. Cette illusion visuelle, en fait, vous voyez une table verte, une table rouge, eh bien, si je vous disais que la largeur en haut de la table verte est égale à la hauteur du haut de la table rouge, et que la hauteur du haut de la table verte est égale à la largeur du haut de la table rouge, vous vous diriez sans doute, vous vous dites même sans doute, Alex, il a déjà bu un coup de trop, et on est pourtant très tôt, quoi. Mais pourtant, c'est vraiment une illusion visuelle. Si je vous mets des petites lignes, et vous pourrez mettre les doigts sur les écrans si vous voulez, vous verrez que les deux dimensions sont exactement les mêmes. Exactement les mêmes. Et pourtant, quand on regarde l'image qui est sur la gauche, on ne peut pas ne pas voir l'illusion. On ne voit que ça. Même si on sait que c'est une illusion, on ne voit que ça. Et les biais cognitifs sont en fait des illusions mentales. Et comme une illusion visuelle, on a d'autres sens pour pouvoir jouer, pour pouvoir la comprendre. On peut prendre un angle différent, on peut parfois aller toucher et utiliser nos autres sens pour comprendre qu'on est victime d'une illusion visuelle. Mais quand tout se passe dans notre cerveau, là, ça devient très compliqué. J'aimerais que vous mettriez dans le chat quelques exemples de grandes décisions que vous avez prises dans votre vie, que ce soit vie personnelle ou vie professionnelle. Ça peut être intéressant pour discuter par après. Je vous laisse le temps rapidement de faire ça. Il
y a des belles reconversions qui t'est rejoindre le LCAB. Okay. Ah, ça. Il y a des fans, il y a des fans. C'est bien, Imad, c'est bien. J'aime bien. Ouais, des sujets qui sont effectivement pas difficiles, pas faciles, pardon, qui sont vraiment difficiles. Ok, parfait. Alors, pour commencer à sauter dans le sujet, ce que j'ai envie, c'est de commencer par un petit quiz. Donc, je vais vous demander à tous de prendre une petite feuille de papier ou alors d'ouvrir un bloc-notes, Notepad, un Word, quelque chose comme ça sur votre ordinateur, parce que je veux que vous notiez les résultats, mais que vous ne les partagiez pas encore. Et on va commencer par une histoire de vendeur. Vous allez imaginer que vous êtes directeur commercial d'une petite structure. Et d'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous le sont vraiment. Et vous avez soudain un coup de fil, un coup de téléphone d'un de vos meilleurs commerciaux, qui s'appelle Bertel. Et il vous dit qu'il vient de perdre 2 prospects au profit d'un seul concurrent qui s'appelle Grizzly. Et ce concurrent-là, vous le connaissez bien. D'ailleurs, Bertel, ce commercial, vous dit qu'il a entendu beaucoup de rumeurs sur Grizzly, qui était très agressif commercialement. Il a aussi entendu que 2 vendeurs de l'équipe étaient partis pour Grizzly. Et il vous dit, il va peut-être commencer à falloir réfléchir à baisser les prix parce que c'est ce qui a fait tiquer les prospects, c'est là où j'ai perdu les marchés. Alors, vous n'êtes pas naïf. La première chose que vous faites, c'est vous appelez un deuxième de vos meilleurs commerciaux, vous appelez Schmidt, qui vous dit qu'effectivement, lui aussi, il a entendu des rumeurs d'agressivité commerciale de la part de Grizzly, mais que lui, par contre, a réussi à sauver un client parce qu'il avait une bonne relation avec le PDG. Il a réussi à conserver ce contrat qui devait être renouvelé. Et grâce à ce client, il a appris que les prix de Grizzly sont effectivement bien plus bas que les vôtres. Et puis, il vous informe aussi qu'il a un rendez-vous la semaine prochaine avec un autre contrat à renouveler. Et là, il n'est pas sûr de pouvoir le conserver. Dernière chose que vous faites, vous appelez les ressources humaines qui vous confirment qu'il y a bien 2 vendeurs qui sont partis chez Grizzly. La question que j'aimerais vous poser pour ce petit quiz, c'est lors de la prochaine réunion commerciale ou la prochaine comité de direction, est-ce que vous allez proposer de baisser les prix? Oui ou non? Et écrivez ça sur votre feuille de papier à côté. Si vous avez d'autres idées, notez-les. Ce n'est pas un examen de cours commercial, c'est vraiment votre première idée là-dessus. Est-ce que vous décidez de baisser les prix en fonction de toutes les informations que je vous ai données? OK. Deuxième petit quiz, une histoire cette fois de logiciel. Alors cette fois, c'est Sophia, une directrice marketing que vous connaissez bien, qui vient vous demander conseil. Parce qu'elle a envie d'installer une nouvelle solution marketing qui va automatiser l'ensemble de ses campagnes, qui va faire office de CRM également. C'est une application online type SaaS vraiment moderne avec un ensemble de fonctionnalités. Ça va lui permettre de gagner énormément de temps. Et en plus, le prix est OK. Mais elle vient vous demander conseil parce qu'elle a discuté avec le directeur informatique de la société, Antoine. Et Antoine, lui, n'est pas du tout enthousiaste à avoir un logiciel online. Il dit, on va plutôt commencer à étudier vraiment les besoins et peut-être lancer un projet. Et Sophia vient vous demander conseil parce qu'elle ne sait pas exactement quoi faire. Elle aimerait bien, elle lancer cet outil, mais elle sait que d'un autre côté, voilà, le directeur informatique n'est pas très enthousiaste, voire pas du tout. Elle sait aussi que si on se lance dans un nouveau projet informatique, ça peut prendre des mois et des mois et des mois. On les connaît, les informaticiens. Je peux en parler. Et puis, dans un court terme, lorsqu'elle va mettre en place le logiciel, il va y avoir un problème d'importation des données et elle aura besoin du secours des équipes IT, des équipes informatiques. Et elle pense que si le directeur, on ne va pas dans sa décision, il risque peut-être de freiner un peu les cas de fer. Question simple pour vous, sur votre papier, qu'est-ce que vous conseillez à Sophia? Est-ce que vous le conseillez d'y aller quand même avec cet outil-là, de prendre cet outil qui va vraiment lui faire gagner du temps et des fonctionnalités ou pas? Et si pas, qu'est-ce que vous lui conseillez? Mais aussi, encore une fois, très rapidement, ce n'est pas un exercice de MBA ou de choses comme ça. C'est juste votre première idée. C'est bon? Mettez-moi tous un pouce pour ceux qui sont bons. Parfait. Alors la question, c'est est-ce que c'était facile pour vous d'avoir une idée? Levez la main si c'était ça. Si vous avez eu une réponse qui vous est venue rapidement quand je vous ai posé la question, baisser les prix ou pas, ou conseiller à Sophia d'utiliser l'outil ou pas. Ouais, c'était assez. Ouais, je vois pas mal de mains qui se lèvent, de pouces qui se lèvent. Est-ce que c'est pas étrange ça? Est-ce que c'est pas étrange qu'en fait ce soit aussi facile d'avoir un avis? C'est l'œuvre souvent des biais cognitifs.
Alors, dans les biais cognitifs, selon la manière dont on les classe, on est entre 120, 180, voire 200 biais cognitifs. Dans les 25 minutes que m'a donné Stéphane, c'est compliqué de vous parler de tous. D'ailleurs, que tous ne s'appliquent pas à la prise de décision non plus. Donc, j'en ai sélectionné juste 2. Juste petite introduction pour vous. Alors, le premier biais, il s'appelle le biais de confirmation et je l'ai couplé avec celui qu'on appelle les fausses causalités. Le biais de confirmation, c'est notre tendance naturelle à aller chercher, à favoriser les informations auxquelles on croit déjà. Et du coup, à ignorer, voire défausser celles qui vont à l'encontre de ce qu'on pense être, ou de ce qu'on imagine que ça devrait être. Et les fausses causalités, c'est une conséquence de notre tendance naturelle du cerveau à relier des points, à voir beaucoup de choses, à les connecter, à se dire « ok, c'est lié ». Mais corrélation, donc le fait de relier les points qui se passent en même temps, ne veut pas dire que ces points-là ont une causalité entre eux. Là, je suis curieux. Pour le premier quiz, l'histoire de vendeur, mettez dans le chat, qu'est-ce que vous avez décidé? Est-ce que vous décidez de présenter, de commencer une stratégie de baisse des prix ou pas? Et si pas, qu'est-ce que vous allez mettre? Non, non, non. Généralement, c'est les réponses que j'ai dans les communautés d'entrepreneurs. Généralement, les entrepreneurs, ils n'aiment pas trop baisser les prix. C'est intéressant. Alors, je n'ai pas trop d'autres choses que les noms de qu'est-ce que vous conseillez de faire. Mais l'histoire que je vous ai racontée, c'est l'illustration typique du biais de confirmation. La première chose, on a eu un ensemble d'informations du premier commercial. On a perdu 2 prospects au profit de Grizzly. Grizzly est agressif commercialement. 2 vendeurs sont partis chez Grizzly. Lui, il a fait le lien, il s'est dit tout ça arrive, c'est pas par hasard. Donc, il a fait une causalité, mais qui est peut-être erronée. Et nous, ce qu'on a fait, on a juste cherché à confirmer ces dires. On a appelé un deuxième vendeur, on lui a demandé, OK, est-ce que Grizzly est agressif commercialement? Est-ce que les prix de Grizzly sont vraiment plus bas? On a appelé les RH, est-ce que 2 vendeurs sont vraiment partis? Mais on n'a pas challengé ce qu'on avait reçu du premier commercial. On ne s'est pas dit, tiens, en fait, les prospects, on les a perdus, mais peut-être que c'était notre offre qui était mauvaise. Ou peut-être qu'elle n'était peut-être même pas adaptée. C'était peut-être même pas de ça dont avaient besoin les prospects. Et puis, si on regarde la situation, pour l'instant, il n'y a pas forcément lieu de s'alarmer. On n'a pas gagné de prospects et on n'a pas perdu de contrat. Donc, on est à l'équilibre, ce qui n'est pas forcément une situation dramatique. Quand on a un vendeur qui dit « j'ai perdu des prospects » et un autre qui dit « j'ai réussi à sauver grâce à mes relations », on est aussi dans un biais humain qui n'est pas forcément malveillant, qui est juste des fois naturel de s'attribuer les succès et les réussites et de décharger les erreurs sur le contexte. Et 2 vendeurs qui partent à la concurrence, c'est un peu normal. Généralement, les vendeurs, s'ils veulent partir, ça va être la concurrence. Dans le domaine commercial, c'est fréquent que les vendeurs changent. Pourquoi est-ce qu'ils iraient dans une entreprise qui n'est pas du tout concurrente de la vôtre? Donc, tout ça, c'est vraiment l'illustration de ce biais de confirmation et des fausses causalités. Et c'est quelque chose qui nous arrive très, très fréquemment parce que c'est une tendance vraiment naturelle de notre cerveau. Le deuxième biais dont je voulais vous parler, il s'appelle le cadrage serré. Alors là, je suis curieux, pareil, mettez dans le chat qu'est-ce que vous conseillez, qu'est-ce que vous décidiez de conseiller à Sophia? Est-ce que vous lui dites d'y aller avec ce nouveau logiciel ou est-ce que vous lui dites non, non, on va faire autre chose, on va plus respecter le directeur informatique ou quelque chose comme ça? Là, à mon avis, c'est plus partagé. Là, c'est déjà plus partagé, effectivement. Je vous sors un peu du domaine entrepreneuriat pur. Ça dépend, ça dépasse, oui, ça c'est sûr, mais ça ne nous donne pas une solution de quelle décision on prend ou qu'est-ce qu'on fait pour prendre la décision. OK. On a quand même, c'est plus mitigé, mais je vois quand même pas mal de oui passer. Alors, le cadrage serré, c'est la tendance naturelle de notre cerveau à, une fois qu'on est concentré sur un sujet, à rester concentré dessus. Un peu comme la poursuite, la lumière au théâtre. Vous voyez ce grand cercle lumineux qui éclaire bien la scène. Au sein du cercle lumineux, on voit tout, mais au-delà du cercle, on ne voit rien du tout. Et le cadrage serré, c'est ce que fait notre cerveau quand on lui pose une question. Et en prise de décision, c'est assez facile. Quand on pose une question, est-ce que vous faites cela ou pas? Généralement, on est dans un cadrage serré parce qu'on n'a en fait qu'une seule option. Je le fais ou je ne le fais pas. C'est un seul choix. On n'a pas la question du cadrage serré de se dire, tiens, pourquoi est-ce que le directeur IT, le directeur informatique, est-ce qu'il a bien compris
mon besoin, en fait? Est-ce qu'il a bien compris? Pourquoi est-ce qu'il est si réticent? Déjà, je peux aller l'interroger plutôt que de me dire, OK, je sens qu'il n'est pas enthousiaste, qu'il va peut-être freiner les cas de fer. Je vais peut-être aller challenger ça. Et puis, l'outil que je veux installer, est-ce qu'il est vraiment bien? Est-ce qu'il est vraiment bien pour moi? Parce que j'ai peut-être eu la recommandation d'une autre directrice marketing d'une autre société, mais peut-être que pour moi, dans mon contexte, par rapport à mes clients, ce n'est pas cette solution-là qu'il me faut. Et puis, c'est quoi les désavantages d'avoir un logiciel online plutôt qu'un logiciel physique? Et puis, le cadrage serré, se cadrer comme ça, réfléchir sur ce logiciel ou ce directeur informatique, ça évite aussi de mettre le projecteur sur Sophia elle-même. Comment est-ce qu'elle a évoqué le projet au directeur informatique? Pourquoi est-ce qu'elle pense que les projets informatiques, ils prennent toujours des plombes? Peut-être que ce nouveau directeur informatique, il a d'autres méthodes et que les projets informatiques, ils ne vont pas prendre des plombes. Et ça, c'est vraiment la difficulté du cadrage serré, c'est quand on se pose une question très précise, on a vraiment comme cette lumière au théâtre, on va avoir ce sujet-là et pas les autres. Et notre cerveau est vraiment cette tendance à rester figé là-dessus et à ne pas bouger. Alors, ça, c'est les deux biais que j'avais en introduction, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. On ne m'a pas donné beaucoup de temps pour vous en parler de beaucoup plus. Mais une des questions qu'on me pose, et peut-être que vous la posez vous aussi, c'est OK, on a ces biais, on a ces tendances naturelles, on ne s'en rend pas compte. Et du coup, ça veut dire quoi de mon libre arbitre? Parce qu'en fait, les décisions que je prends, c'est quand même moi qui les prends. J'ai réfléchi dessus, j'ai réfléchi peut-être longtemps ou peut-être pas longtemps, mais c'est toujours moi qui décide, quoi. J'aimerais qu'on fasse un petit jeu. Je vais vous demander de penser, je vais vous demander de penser à des choses et je vais vous demander de penser à la première chose qui vous vient. Par exemple, je vais vous demander de penser à un animal sauvage. Là, maintenant, tout de suite, la première image qui vous vient. Et dans le chat, mettez oui si vous avez pensé à un tigre ou à un lion. Ouais. OK, on a quand même pas mal de oui. Hein. Pour ceux qui ne voient pas en replay, on a beaucoup de oui. On a quelques noms, mais c'est intéressant. OK. Maintenant, pensez à la première couleur qui vous vient à l'esprit. Et si vous avez pensé à du bleu ou du rouge, mettez un oui dans le chat. C'est fou. Et il y a là énormément de oui, un peu plus que pour l'animal. OK. Un petit dernier, pensez à une forme géométrique simple, comme un carré ou un rectangle. Et si la première forme qui vous est venue à l'esprit est un rond ou un triangle, mettez un oui dans le chat. Est-ce que ce n'est pas intéressant de voir qu'il y a autant de oui, qu'on pense un peu tous pareil? En fait, ce que je vous ai fait, ce sont des tests psychologiques, c'est-à-dire que sur un échantillon assez large de personnes, et là on a quand même une bonne quarantaine de personnes, trentaine, quarantaine de personnes, ça marche déjà. Et sur un échantillon aussi large, je vais toujours avoir ce genre de réponse en manière majoritaire. Ce qui explique un peu ça, je ne vais pas avoir le temps de rentrer trop dans les détails non plus, c'est un modèle de pensée, comment on imagine penser, qui nous vient de Daniel Kahneman et d'Amos Tversky, deux psychologues et économistes qui ont reçu, ce qui est assez rare pour des psychologues, le prix Nobel d'économie au début des années 2000, où eux, leur modèle, ils estiment que le modèle qu'on a dans notre cerveau, c'est qu'on a deux systèmes de pensée. Un système 1, nommé de manière très originelle, qui est tout le temps actif, qui est très rapide, qui nous fait avoir ces décisions, nous fait penser au lion, au tigre, au bleu, au rouge, au cercle ou au triangle. Et on a un deuxième système qu'on appelle le système 2, qui lui est beaucoup plus rationnel, qu'il faut mettre en marge, qui est beaucoup plus lent. C'est un peu si je vous donnais une équation mathématique complexe, vous seriez « Oula, ok, il faut que je réfléchisse ». Ça veut dire que je suis en train d'enclencher mon système 2. Ou en tout cas, je pense à enclencher mon système 2. Et le piège, c'est que notre système intuitif rapide qui est tout le temps là, qui nous donne des réponses tout le temps, cette petite voix quelque part qu'on a dans la tête, lui, parfois, il nous dit « Non, mais la réponse, elle vient du système 2, j'y ai réfléchi très rapidement, mais j'y ai réfléchi. » Alors qu'en fait, pas du tout. Et c'est là où on arrive sur les biais cognitifs, qui sont en fait un biais, pour vous donner une bonne définition, c'est une déviation par rapport à ce qu'on aurait choisi rationnellement, et que cette déviation-là, qu'on aurait choisi rationnellement dans notre meilleur intérêt, bien sûr, et que cette déviation,
est une erreur répétable chez soi-même et chez les autres. Parce que si c'était juste une seule déviation, ça peut être une erreur comme ça à un moment donné, ou une ensemble de coïncidences. Mais quand j'arrive à le répéter chez la même personne ou le répéter chez plein d'individus, là, on commence à parler de raccourcis de pensée, de biais cognitifs. Et il y en a tellement, et il y a des choses où on est tellement prévisible que Dan Ariely, un économiste comportemental, a écrit un livre et l'a titré comme Nous sommes prédictibles, enfin irrationnellement et nous sommes irrationnels et de manière prédictible. Alors, quand on pense à ces deux systèmes de pensée, ce système rapide, intuitif, qui nous fait donner des réponses très rapides qu'on pense être uniques, mais qui ne le sont peut-être pas, qui malheureusement est victime de ces raccourcis, qu'on a ce système 2 qu'on a du mal à enclencher parce qu'il est lent, il prend de l'énergie et notre cerveau, il est conçu pour conserver l'énergie et ne pas dépenser de l'énergie. C'est la clé de la survie. C'est celle qu'il a apprise et qu'il a développée au cours des millions d'années qu'on a passées dans la jungle, dans la savane, dans les montagnes, etc. En tout cas, pas dans ce monde moderne dans lequel on est depuis seulement quelques milliers d'années, plutôt que des centaines de milliers d'années, ou millions pour notre cerveau. Et quand on doit prendre une décision, ça peut jouer contre nous. Alors, je ne sais pas vous, mais quand on prend une décision, souvent, il y a une méthode qui vient, qui est la méthode pour ou contre. Et levez la main si vous utilisez cette méthode pour ou contre quand vous allez prendre une décision, acheter une nouvelle voiture, lancer une nouvelle société, faire un partenariat, investir dans un logiciel, prendre tel ou tel formateur. Est-ce que vous ne faites pas un pour ou contre? Ouais, je vais lister les pour, je vais lister les contre. Ouais, je vois quand même plusieurs mains qui se lèvent. Et avec ce que je vous ai dit, je pense qu'on peut se dire que la méthode pour ou contre est insuffisante. Elle est insuffisante parce qu'elle ne nous challenge pas sur notre cadrage serré. Si on se pose la question, est-ce que je dois baisser mon prix ou non? Est-ce que je dois installer un nouveau logiciel ou non? La méthode pour ou contre, il n'y a rien qui va nous forcer à nous dire, attends, il faut peut-être que je regarde par-ci, par-là et par-là pour avoir plus d'informations, pour avoir une meilleure compréhension. La méthode pour contre, elle ne nous aide pas non plus à lutter contre notre biais de confirmation, qui est vraiment cette tendance à aller chercher l'information qu'on croit déjà vraie. C'est comme ça que se basent des complots, ou des gens qui pensent être complotistes, ils disent je pense que la Terre est plate, je pense qu'il y a des martiens derrière la Lune, je vais aller chercher de l'information, est-ce qu'il y a des martiens derrière la Lune? Je vais accorder énormément d'informations à ça et je vais défausser le reste parce que c'est contre mes convictions. Et ce n'est pas une idée de rationnel, enfin, on est rationnel dans notre irrationalité d'une certaine manière, mais ça, on peut en revenir de qu'est-ce que l'irrationalité, puisqu'on est toujours rationnel par rapport à nous-mêmes généralement. Bref, la méthode pour ou contre ne nous permet pas de challenger notre biais de confirmation, ne nous permet pas de nous dire attention, peut-être que là, tu ne fouilles, tu ne creuses que dans le sens de tes croyances, et donc peut-être dans ce que tu crois être vrai, et que peut-être qu'il y a des choses, d'autres faits qui pourraient t'éclairer à prendre la décision différente. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire à part la méthode du pour ou contre? Moi, je vous propose en fait d'avoir un processus de prise de décision. Je pense vraiment qu'un processus de décision est nécessaire pour nos décisions. Alors, je sais que ça fait peur, des fois, de se dire non, mais je ne vais pas faire un processus de décision si j'ai juste acheté une nouvelle voiture. Ce n'est pas non plus hyper compliqué. Certes, mais un processus de décision n'est pas forcément compliqué non plus. Des fois, c'est juste se dire ok, je vais prendre 2-3 étapes et je vais vous parler des étapes qui sont intéressantes pour juste confronter mon opinion, chercher à contrecarrer mes biais. Alors, l'achat d'une voiture, c'est peut-être pas un achat important pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, peut-être que ça l'est. Mais au plus on a des décisions importantes, faire une fusion-acquisition, faire un investissement à des centaines de milliers d'euros ou plus, ça devient important de savoir et d'être capable de contrecarrer ces biais. Alors, c'est quoi un processus de décision? La première chose, c'est de définir la méthode. Alors, définir la méthode, c'est très simple. En fait, c'est avant de prendre la décision, c'est décider sur comment vous allez décider. Ça paraît un peu méta, un peu complexe, un peu un truc d'ingénieur ou de philosophe. C'est très simple. Ça peut être juste de se dire, OK, je vais chercher des informations et à un moment, quand j'estimerai que j'aurai suffisamment d'informations et que j'aurai une première décision qui arrive, je vais aller en parler à quelqu'un de confiance. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, vos biais cognitifs sont comme des illusions. Dans votre cerveau,
quasiment impossible ou très difficile de la détecter quand elle arrive. On peut la détecter par les conséquences, mais des fois, on est un peu trop tard. Mais c'est très difficile de la détecter au sein de son propre cerveau. Par contre, vous allez être capable de détecter les biais qui fonctionnent chez moi, même si moi, je ne suis pas capable de les voir. Et moi, je vais être capable de voir vos biais à l'œuvre, alors que vous n'êtes pas capable de les voir. Et donc, des fois, définir le processus, définir la méthode, c'est se dire, à un moment donné, je vais aller en parler à quelqu'un d'autre, en lui demandant, est-ce que, à ton avis, j'ai un nombre de biais qui est en jeu dans cette décision ou pas? Deuxième chose importante pour le processus, c'est qu'il doit vous forcer à multiplier les options. Ça, c'est pour sortir du cadrage serré. Vous forcez à sortir, à trouver de nouvelles options. Donc, est-ce que je dois baisser mes prix ou pas? OK. Imaginons que je ne peux pas baisser mes prix. J'ai une nouvelle loi qui sort, je n'ai pas le droit de baisser mes prix. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et à partir de là, clac, bizarrement, le cadrage serré qu'on avait sur cette question-là, il s'ouvre. Et un processus, pour moi, de décision doit vraiment vous forcer, vous aider à multiplier les options. Ensuite, il doit vous aider à confronter la réalité, à aller plus loin dans ce que vous croyez. Ça, c'est pour contrer le biais de confirmation. C'est vraiment, OK, le biais de confirmation, je sais que mon cerveau, il va avoir tendance à m'aiguiller dans un sens particulier. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux me forcer à faire pour me confronter à la réalité, pour aller chercher des faits, des faits, des données qui ne sont pas biaisées, des chiffres, des choses ou peut-être d'autres interprétations des mêmes chiffres que moi, pour confronter vraiment la réalité et confronter le biais de confirmation qui est à l'œuvre chez moi. Et enfin, la dernière chose, c'est mettre de la distance. Alors, je n'en ai pas parlé là, mais il y a une influence qui est assez forte au niveau de notre cerveau, qui est l'impact des émotions, surtout les émotions à court terme. Parfois, on ne prend pas une décision, enfin, parfois on prend, mais souvent on ne la prend pas parce qu'on a peur des émotions court terme qui vont arriver à la suite de cette prise de décision. Et mettre de la distance, ça veut juste dire, OK, je vais me forcer à prendre ma décision à un certain moment après les échanges. Par exemple, je connais beaucoup de chefs d'entreprise qui disent, je déciderai demain, après une bonne nuit de sommeil. Si on reprend le proverbe classique que la nuit porte conseil, ça revient exactement à ça. Comment est-ce que dans l'euphorie des discussions, dans l'euphorie de tous les échanges, et OK, on va prendre cette décision-là, OK, on va laisser retomber un peu la sauce, laisser tomber un peu ces émotions-là, et on va voir demain ce qu'il en est. Et parfois, il faut aussi savoir se projeter pour contrecarrer les émotions qu'on a à court terme et se dire, OK, à moyen terme ou à long terme, est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment apporter de la valeur? Alors qu'à court terme, je sais que c'est quelque chose qui est très difficile pour moi. Donc, si on récapitule, un processus, c'est définir en avance comment vous allez décider. Ça implique, à mon avis, du collectif pour déjouer nos biais individuels. Alors, faire attention parce qu'il y a des biais de groupe, mais au moins avoir quelques avis éclairés est toujours intéressant. Se forcer à multiplier les options pour ne pas rester dans le cadrage serré. Se confronter à la réalité pour ne pas rester victime du biais de confirmation et mettre de la distance pour remettre les émotions à leur juste place. C'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je pense qu'on est exactement dans les temps qui m'étaient impartis et je serais ravi d'écouter vos questions. Écoute, merci